Il faut que vous soyez compétent dans ce que vous faites. La médiocrité, à travers ce monde, ne nous amène nulle part. Parce que tu es au Burkina Faso, tu vis au Sénégal, tu as fait d'autres pays, tu as été en Guinée. Dis-moi un peu comment s'est passé un peu ce voyage. Je me sens africain, citoyen du monde, mais principalement africain. Les gens vont vous accepter quand ils sentent que vous avez des valeurs. Bienvenue dans le podcast Histoire d'Audace. Merci à nos sponsors, EPC Minex, Business France et RICE, le réseau international des Sénégalais cadres et entrepreneurs d'extérieur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Oumar Toubini, un citoyen du monde, un panafricaniste, un Sénégalais dans le cœur, qui nous partage avec sincérité son expérience de retour dans le monde et au Sénégal. Bonjour Oumar. Bonjour Mathie. Comment tu vas? Moi ça va, très bien. Super, merci d'être là dans notre podcast Histoire d'Audace. Merci surtout à toi de m'inviter à participer à cette aventure que tu mènes. C'est vraiment un grand plaisir pour moi, un honneur pour moi de venir partager un peu mon expérience. Merci beaucoup, en tout cas c'est un grand plaisir partagé. Alors Oumar, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux savoir qui est Oumar Toubini. Mais qui est le Oumar en tant que personne au-delà des titres, au-delà de ce que tu représentes? Vous savez, c'est toujours difficile de parler de soi-même, de se qualifier soi-même. Peut-être je veux parler des choses qui sont importantes pour moi. Oumar Toubini, c'est quelqu'un qui pense qu'il a eu la chance dans la vie. Chance d'abord de grandir et d'évoluer entouré de familles et d'amis formidables qui l'ont supporté toute sa vie. La chance aussi d'avoir pu aller à travers le monde, acquérir des connaissances, toutes sortes de connaissances, et de pouvoir revenir pour partager ça autour de toi. Et dernier point, quelqu'un qui vit suivant ses valeurs. Les valeurs que j'ai acquises à travers ces années, et valeurs d'intégrité, valeurs de partage et d'essayer d'apporter quelque chose autour de toi. Voilà en quelques mots. D'accord. Tu as tout de suite parlé d'entourage, de famille. Donc on sent que tu es quelqu'un d'ancré, c'est quelque chose d'important pour toi. Qu'est-ce que tu dirais au petit garçon Oumar Toubini, à l'époque au Burkina Faso? Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil ou comme conseil rassurant pour le futur? À l'époque, c'était encore la haute volta. Ce que je dirais à ce jeune qui rêve d'aller conquérir le monde, parce que c'était ça, tous les jeunes à l'époque se disaient qu'on avait la capacité de conquérir pas seulement notre environnement, mais d'aller beaucoup plus loin. Il faut croire en soi. Il faut croire en soi, le rêve est permis, croire en soi et se donner les moyens de développer son potentiel. Et ça, c'est important. C'est peut-être le premier conseil que je donnerais à ce jeune qui est né à Bobo-Dioulasso et dans un environnement qui est commun un peu partout de ce qu'on trouve en Afrique. D'accord. Voilà. Donc toi, tu es né à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Aujourd'hui, moi, pour te connaître un peu, je te considère comme un panafricaniste, mais pas seulement dans la vision, mais aussi dans ta manière de vivre. Parce que tu es au Burkina Faso, tu vis au Sénégal, tu as fait d'autres pays, tu as été en Guinée. Dis-moi un peu comment s'est passé un peu ce voyage. Assez intéressant. Comme tu dis, je suis panafricain, je suis un citoyen du monde. J'ai eu la chance, comme je disais tantôt, d'être parti aux 4 coins du monde, d'avoir vécu sur plusieurs continents et de m'être fait accepter, d'avoir réussi à m'intégrer dans ces environnements. Et c'est pour cela que je parlais tout à l'heure que j'ai beaucoup appris. Quand on apprend beaucoup, finalement, on devient citoyen de ce monde. Aujourd'hui, je suis au Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, et c'est chez moi.
dans n'importe quel pays en Afrique de l'Ouest, je sens que c'est chaud. Et je crois profondément à l'Afrique. Je crois profondément au devenir de l'Afrique. Et c'est nous, les Africains, qui avons eu la chance d'ailleurs, souvent bénéficiant des États, des contributions de nos peuples, de nos populations, de revenir et contribuer à ce développement. Donc je me sens africain, citoyen du monde, mais principalement africain. D'accord. Donc toi, tu as eu la chance effectivement de voyager dans les 4 coins du monde. Tu as fait les États-Unis, tu as fait un peu l'Europe, tu as fait tout ça, donc tu as quitté. Mais est-ce que toi, dans ta carrière et dans ce que tu vivais, c'était un objectif de revenir en Afrique? Parce que tu aurais pu rester à l'étranger, c'était assez confortable. C'est vrai, et j'ai toujours eu envie de revenir en Afrique. Je me sens profondément africain, je l'ai dit. En fait, pour petite anecdote, à certains moments de ma carrière, par exemple, on a voulu me transférer en Australie. Je n'ai pas accepté parce que je trouvais ça très très loin de l'Afrique. C'était à l'époque où il n'y avait peut-être pas Emirates ou d'autres compagnies et le voyage était relativement court. Donc c'était très loin, peut-être 2-3 jours pour y arriver. Je me disais, s'il y a quelque chose qui arrivait à la famille ici en Afrique, ça allait être compliqué pour revenir. Donc c'est pour dire que je me suis toujours senti très proche d'Afrique. Et ce désir de revenir, contribuer, de partager ce que j'avais appris a toujours été ancré en moi. À quelques reprises, il faut y avoir des opportunités pour revenir. Ça ne s'est pas nécessairement matérialisé, mais la dernière a été la bonne. Et je crois que c'était le bon moment parce que j'avais aussi atteint un niveau de maturité qui me permettait de revenir et d'avoir un impact plus important. C'est ce qui est arrivé en 2012, quand je suis revenu ici. Tu es revenu en Afrique. En Afrique, et pour être basé à Dakar. Au Sénégal. Au Sénégal. Oumar, c'est intéressant. Alors toi, donc tu viens d'un village, donc tu as fait tes études et tu m'as dit quelque chose qui m'a un peu interpellée. Je me suis intégrée partout où je suis allée. Donc ça veut dire que tu as fait vraiment les 4 coins du monde et partout tu t'es intégrée. Quand tu viens comme ça d'un pays qui n'est pas, d'un continent qui n'est pas forcément toujours pris entre guillemets au sérieux et que tu viens, tu t'intègres, quels ont été les défis pour toi de t'intégrer et de te faire accepter, de te faire respecter pour tes compétences? D'abord, l'intégration. Quand vous regardez nos communautés, nos différents pays, pendant longtemps, c'est des communautés qui ont été ouvertes. Dakar, c'est une ville cosmopolite. Moi, quand je suis venu pour faire mes études ici, l'université de Dakar, c'était un creuset où il y avait des étudiants d'un peu partout en Afrique, même des gens qui venaient de l'Iran ou de la Palestine. Ça permet, quand on s'intègre, parce que notre groupe, on avait un groupe d'amis où c'était multiculturel. Ça, c'est déjà, ça donne un exemple. Et si je reparle même un peu plus en arrière, vous regardez, comme je dis, des villes comme Bobo, Dioulasso, Bamako et autres, c'était des villes cosmopolites. On a grandi avec des gens qui venaient de toutes sortes d'horizons. Donc moi, chaque fois que je suis parti dans un pays, d'abord, il faut observer et puis voir quels sont les éléments importants pour ne pas choquer aussi les populations d'autres. Mais plus important, les gens vont vous accepter quand ils sentent que vous avez des valeurs qui peuvent être différentes des leurs, mais que vous vivez suivant vos valeurs et que vous apportez quelque chose dans cette communauté ou dans ces compagnies dans lesquelles vous travaillez. Les gens doivent savoir qui vous êtes. Et pour moi, ça a été très important. Partout où je suis allé, les gens savent que je vis suivant mes principes. Je travaille suivant les mêmes principes. What you see is what you get. Je ne veux pas venir dire quelque chose et puis faire autre chose. Donc ça m'a beaucoup aidé, parfois à me faire accepter. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a des moments où ça a été parfois des confrontations violentes, mais j'ai tenu à continuer. Ça m'a pas changé fondamentalement. Et donc ces valeurs essentielles qu'on acquiert quand on grandit dans nos communautés, pour moi, ça a été un socle pour moi qui m'a permis de m'affirmer et de m'intégrer où je vais sans perdre mes racines à moi. Donc, Oumar, tu parles de racines. Donc, c'est ça qui t'ancre, qui te permet ensuite de continuer.
mais il y a aussi les compétences. C'est-à-dire que souvent, quand tu vas dans des organisations, dans des pays, effectivement, tu dois montrer tes valeurs, montrer tes principes, montrer que tu es quelqu'un d'aligné, mais aussi montrer que tu es quelqu'un de professionnel et qui a des compétences qui vaut tout aussi bien que toute autre personne qui vient d'un autre horizon. Absolument, absolument. Quand je parle des valeurs, parmi les valeurs aussi, une valeur importante, c'est le travail, la recherche je dirais pas de la perfection, mais de l'excellence. Vous savez, quand on veut s'affirmer, il faut pouvoir s'affirmer de la bonne manière. Quand vous parlez, les gens puissent vous écouter parce que vous apportez quelque chose. Et ça, c'est à travers la compétence. Quand je discute souvent avec les jeunes, je leur dis, écoutez, vous êtes ambitieux, il faut que vous donnez les moyens de développer votre potentiel, de montrer que vous avez le potentiel pour avancer. Et cela, c'est une valeur d'intrinsèque, mais de travail et aussi de créativité, de proactivité. Il faut que vous soyez compétent dans ce que vous faites. La médiocrité, à travers ce monde, ne nous amène nulle part. Donc, la compétence dont tu parles, pour moi, est l'importance. Et c'est un des messages que je passe souvent à mes jeunes frères et jeunes sœurs pour leur dire, écoutez, oui, mais apprenez à être compétent. Ce n'est pas nécessairement avoir des études toute sa vie, mais ce que vous faites, vous devez le faire bien. C'est important. Oui. Tu parles beaucoup de... je sens que tu as besoin d'apporter et que tu aimes donner, en tout cas, des recommandations, des conseils aux générations, aux jeunes, comme tu dis. Pourquoi c'est important pour toi? C'est important parce que moi, je viens de Bobo-Dioulasso, comme je l'ai dit. J'ai pu évoluer parce qu'il y a des gens qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu. Des gens de tout horizon. Il y a des Africains, il y a des Européens, il y a des Asiatiques qui m'ont accompagné, qui m'ont parfois juste, au bon moment, donné le bon conseil pour que je puisse évoluer. Et c'est mon devoir aussi de pouvoir retourner ça envers les jeunes. Je citerai un peu le sage Amadou Hampâté-Bâ qui dit que les différentes étapes de la vie, on arrive à un moment où on doit pouvoir redonner ce que soi-même on a pris chez les autres. Et je pense que je suis à cette étape de la vie où je peux aider beaucoup plus, je peux partager ce que oui. Donc, tu as cette notion de give back. Give back to, yes, absolument. Voilà, give back to the community, give back tout le soir. Oui. Dans ta carrière, Oumar, toi, tu travailles dans les mines. Tu es quand même une référence dans les mines, ici au Sénégal en tout cas, et à l'international. Comment est-ce que déjà tu t'es retrouvé, toi, dans les mines? Et comment est-ce que tu as gravi les échelons comme ça pour arriver à des postes de très haut niveau et décisionnels et stratégiques? C'est ça. La petite histoire, c'est que je suis arrivé dans les mines un peu par hasard. Parce que quand je suis arrivé en terminale, j'ai passé le bac, je ne savais pas ce que je voulais faire. Il y a des choses que je ne voulais pas faire. Médecine, j'avais peur du sang. Je ne voulais pas faire la médecine. Mais je voulais être ingénieur. Et j'ai un grand frère qui, en discutant, m'a dit, mais peut-être tu peux faire génie minier ou géologie et mine, ou comme ça. Ce que j'ai mis, justement, à l'époque, quand on passait le bac, on remplissait des dossiers qui allaient au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, qui se chargeait ensuite d'orienter les enfants dans différentes filières. Moi, on m'a mis en CBBG. En termes simples, chimie, biologie, géologie, géochimie, mais c'est sciences naturelles. Mais je sais que je voulais être ingénieur. Donc, quand je suis arrivé et la chance aussi que j'ai eue, à l'époque, il n'y avait pas ces filières en Haute-Volta au Burkina. On envoyait les jeunes étudiants soit au Togo, au Sénégal, au Niger, et les plus chanceux allaient en France. Moi, j'ai eu la chance qu'on m'a envoyé au Sénégal, à Dakar. Donc, je suis venu, j'étais
la faculté des sciences en sciences naturelles. Puis, je me suis rendu compte qu'on venait juste de créer l'Institut des sciences de la Terre. Je me suis rapproché d'eux pour demander si je pouvais venir. On m'a dit non, c'est très, très sélectif. Les gens rentrent par concours. Puis, je dis, ah bon, mais moi, ça m'intéresse. Moi, je veux être ingénieur. Je ne veux pas être en sciences naturelles. À la fin de l'année, et quand on a fini les examens, je suis reparti voir le directeur à l'époque. Il m'a dit non, c'est pas possible, mais finalement, qu'est-ce que tu as eu comme mention? J'ai dit, j'ai eu une mention assez bien. Il dit, bon, peut-être qu'on peut faire quelque chose pour toi. Et par chance, il a accepté que je sois transféré, sous réserve que j'ai les approbations du doyen de la faculté, mais aussi des autorités burkinabées à l'époque qui m'avaient donné la bourse, ce que j'ai pu obtenir. Et c'est comme ça que j'ai pu évoluer à l'Institut des sciences de la Terre pour sortir avec un diplôme d'ingénieur géologue. Donc, je suis fier d'être un pur produit de l'Université de Dakar. Je l'ai dit partout à travers le monde d'ailleurs, que je suis très fier d'être sorti de Dakar. Et dans la suite, ma carrière, je suis rentré, j'ai travaillé au Burkina. Et tu es retourné au Burkina? Je suis rentré. Après Dakar, je suis allé faire une année en France en spécialisation et puis je suis revenu au Burkina. Donc, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années. Puis, à un moment donné, j'ai rejoint une compagnie, une multinationale c'était à l'époque où il y avait une sorte de ruée vers l'or en Afrique de l'Ouest, au milieu des années 90. Et du Burkina, à un moment donné, on m'a affecté mon premier poste d'expatrié en Guinée. En Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry. Et puis, j'ai fait à peu près 15 mois là-bas. Mais vous savez, quand je suis arrivé, une des choses que j'ai voulu, pour moi qui était importante, c'est que je savais qu'il n'y avait pas beaucoup d'Africains qui avaient ces opportunités dans ces compagnies minières à l'époque. C'était en 98. Donc, en tant que directeur pays, il fallait que je donne l'exemple. Ne pas me faire prendre dans toutes sortes de choses qui allaient fermer la porte, pas seulement pour moi, mais pour ceux qui me suivaient. D'accord. Tu pensais en fait à comment est-ce que les personnes d'origine africaine aussi pouvaient aussi continuer à avoir ce poste-là. Absolument. Parce que c'était une compagnie sud-africaine, il n'y avait pratiquement pas de Noirs. J'étais peut-être parmi les plus gradés, les Noirs les plus gradés dans l'organisation. Après la Guinée, on m'a vraiment transféré aux Pays-Bas. C'est comme ça que j'ai continué ma carrière. Aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas. Mais encore une fois, à chaque fois, il faut que les gens puissent vous prendre au sérieux. Compétences techniques, mais aussi valeurs sociales. On ne peut pas faut éviter de s'exposer parce que je le savais qu'on était observé plus que les autres. En tant qu'Africain, il faut travailler 2 fois plus fort. Il faut être aussi beaucoup plus correct que les autres parce que certaines choses qu'on va pardonner à vos collègues, on ne vous les pardonnait pas nécessairement. Donc c'est là, j'ai eu, comme je dis, la chance que les gens puissent m'ouvrir certaines portes. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est toujours essayer de maintenir cette porte ouverte pour continuer à avancer. Et ma carrière continue à évoluer de cette façon. Donc tu as fait Pays-Bas, donc avec un poste... Pays-Bas, avec toujours la même compagnie Billiton, BHP Billiton. Et puis ensuite, j'ai eu un poste. En fait, je voulais revenir en Afrique. J'avais une proposition pour revenir en Afrique pour une Alcoa, compagnie américaine. Ça n'a pas marché pour différentes raisons, je ne vais pas m'étaler dessus. Ils m'ont proposé d'aller plutôt aux États-Unis. D'accord. Je suis allé, j'ai fait 9 ans avec cette compagnie. Et puis, à la suite de mon passage là-bas, je voulais revenir en Afrique. Comme je dis, j'avais acquis une certaine maturité. Et en plus, ce qui était important, c'est que pendant ces années, j'ai travaillé sur d'autres continents. Quand j'étais avec Alcoa et puis même avec les Pays-Bas, j'ai travaillé beaucoup sur l'Amérique du Sud, sur les Caraïbes, sur quelques pays africains. Mais les pays d'origine, au Burkina, le Sénégal, le Mali et autres, on n'était pas présents là. Et j'avais envie de revenir et puis de pouvoir give back aussi dans ces pays. C'est pour cela que j'ai approché IAM Gold. D'accord. J'ai approché le CEO de IAM Gold sur la petite histoire sur LinkedIn. Je lui ai demandé si ça l'intéressait d'avoir quelqu'un comme moi de mon profil.
Il m'a dit oui, pourquoi pas. C'est une compagnie canadienne. Canadienne. Ouais. Et non seulement ils étaient en Afrique de l'Ouest, ils étaient au Mali, au Burkina, au Sénégal, mais ils étaient aussi au Suriname, un pays que je connaissais très bien. Donc, ça a pris un an pour que ça aboutisse. La patience. Oui, la patience. Il y a eu beaucoup d'enquêtes, beaucoup de va-et-vient. Bon, finalement, ça a marché. Et puis, c'est comme ça, en mi-2012, que j'ai pris mes valises pour venir à Dakar. D'accord. Et voilà. Donc, tu es revenu à Dakar. Donc, je suis revenu à Dakar. J'ai refait la boucle. Tu as refait la boucle et tu es revenu. Je suis revenu à Dakar presque 26 ans après. Ouais. Donc, après avoir fait... Après Bourlingué. J'ai quitté Dakar en 86. Je ne veux pas le dire très fort, en 86. D'accord. Je suis revenu en 2012. Ok. Donc, oui. Tu as bourlingué, tu as fait tes armes, tu as évolué, tu as été reconnu dans le secteur jusqu'à qu'on puisse te donner des fonctions qui n'étaient pas forcément données à l'époque à des personnes africaines, pour le dire. Donc là, tu es revenu en étant dans une compagnie canadienne et retour en Afrique. En Afrique. Je vais être titilleuse un peu, Oumar, parce que c'est vrai que tu le dis, hein, c'est important de faire 2 fois plus. Ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre à personne. Il faut qu'on montre qu'on peut faire. Malheureusement, c'est comme ça et c'est important. Mais aussi, toi, tu es exigeant avec toi-même, mais tu es aussi exigeant avec les autres. Dans le sens où, quand tu as des collègues qui sont d'origine africaine, tu veux vraiment leur insuffler ce côté-là de dire il faut que vous travaillez parce que ce poste-là, si vous voulez le mériter, montrez ce que vous savez faire. Tout à fait. C'est assez intéressant parce que c'est vrai, je suis d'abord exigeant avec moi-même. Et par exemple, je suis parmi les premiers à être au bureau, toujours. Et pourquoi j'ai tenu aussi à être exigeant avec mes jeunes frères et autres, quand j'arrivais au niveau du secteur minier, il y avait, que ce soit même dans la compagnie où on était, il y avait essentiellement des expatriés au poste de responsabilité. À Dakar, ici, on avait 7 expatriés. Au mine au Burkina et autres, il y avait essentiellement des expatriés à tous les postes de responsabilité. Et je voulais qu'on change cela. Et pour changer cela, il faut qu'on montre qu'on est capable de le faire. Qu'on est capable de faire aussi bien, sinon mieux que les expatriés. Comme je disais tantôt, la médiocrité ne vous amènera pas très loin. Désolé de le dire, mais c'est vrai. C'est pour cela que dans ma façon de gérer, j'ai toujours été exigeant, en donnant toujours l'exemple, mais en apportant aussi le soutien nécessaire à ceux qui veulent réussir, qui ont de feu dans les tripes pour réussir, pour prendre ces postes. Et je suis aujourd'hui très fier de dire que beaucoup, comme toi et comme d'autres, vous avez démontré que c'est possible. Et vous continuez vos carrières, les gens continuent les carrières avec brio. Et qui vont aller beaucoup plus loin que nous, les anciens. Mais il faut acquérir cette culture de travailler fort, de travailler intelligemment et de donner des résultats. C'est pas selon le résultat, c'est pas selon le travail, il faut que vous donnez des résultats qui justifient pourquoi on vous a sélectionné, pourquoi on vous a donné cette opportunité. Tout à l'heure, j'avais parlé de portes ouvertes. Oui, chacun d'entre nous, on ouvre la porte pour chacun et chacune d'entre nous. Il faut maintenir cette porte ouverte. Ouais. Et c'est à travers les résultats qu'on obtient. D'accord. Oumar, est-ce que tu penses que le retour en Afrique est fait pour toutes les personnes de la diaspora? C'est difficile à dire. Je ne dirais pas pour toutes les personnes parce que pour revenir, en général, il faut se dire je reviens pour rester. Je ne viens pas juste essayer et je repars. Je donnerai encore un exemple. On avait organisé des journées portes ouvertes à Montréal pour essayer d'attirer la diaspora africaine pour qu'ils reviennent vers une de nos mines en Afrique parce qu'on n'arrivait pas à trouver sur place toutes les expertises nécessaires. Et on a eu pendant la session des portes ouvertes, on a eu des sessions d'échange avec des postulants. Il y a certains qui me disent, écoutez, nous, on a tout bâti ici.
Si on laisse et qu'on part et puis ça ne marche pas, on aura tout perdu. Je lui ai dit, on ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Nous, ce qu'on vous offrait à l'époque, c'était exceptionnel, on vous offre un emploi bien rémunéré. Venez, dites-vous que vous pouvez en faire un succès et que vous devez en faire un succès. Ne venez pas déjà en disant non, ça ne va pas marcher. Il y a certains qui sont venus, qui sont restés. D'autres sont venus, au bout d'un certain temps, ils sont repartis, parfois pour de bonnes raisons également. Parce que si ils ont des familles qui sont obligées de les laisser là-bas, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc oui, je ne pense pas que c'est fait pour tout le monde. Mais ceux qui viennent, venez avec la conviction que vous allez réussir. Vous allez réussir, pas pour les choix. Oui. D'accord. Oui. Donc toi, aujourd'hui, t'es de la diaspora, t'es un panafricain de la diaspora qui est revenu. Tu t'es pas dit à un moment donné, parce qu'on a nos défis. C'est vrai que c'est beau, il y a une qualité de vie. Il y a quand même des défis, il y a quand même des moments où c'est assez compliqué. Tu t'es pas dit, je vais retourner moi vivre mes jours heureux, mes jours paisibles aux États-Unis ou au Canada, parce que tu as un certain confort de vie et que tu peux te le permettre. C'est vrai, mais quand on dit les États-Unis, le Canada, ainsi de suite, c'est vrai qu'on a une certaine qualité de vie matérielle. Mais il vous manque aussi tout le côté social, tout ce qui va autour. Moi, je suis revenu, je peux te dire que je n'ai aucun regret d'être revenu. Et d'ailleurs, à un moment donné, quand la compagnie vendait ses actifs ici, on m'a demandé de repartir à Toronto. J'ai dit non. Là où je peux avoir plus d'impact, c'est ici. Je suis resté. Et je ne regrette pas un seul jour d'être revenu et d'être là. Donc pour toi, l'impact, c'est vraiment une mission de vie. Il faut que tu impactes là où tu es. Il faut que tu impactes l'Afrique. C'est ça, je suis comme les jeunes. Je suis un peu comme les jeunes, les impact seekers. Et il faut voir. Je pense que notre devoir d'être humain, c'est aussi d'avoir un impact sur les gens autour de nous. On reçoit. Oui. Depuis notre naissance, on reçoit. Il faut pouvoir redonner une partie à ceux qui sont autour de vous et même qui sont plus loin de vous. Toi, dans le secteur minier, donc tu as été VP, tu as beaucoup travaillé en termes techniques, mais tu avais aussi une vision qui était très... le give back est vraiment très chez toi, quelque chose d'important. Tu as eu l'occasion, lorsque les actifs ont été revendus, d'arrêter de travailler, mais aujourd'hui tu continues avec un cabinet, donc tu continues un peu ce que tu fais. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu continues et ce que tu fais? Qu'est-ce que fait OT Consulting? Je peux dire que j'ai planifié tout ceci. Pour moi, c'était une étape importante dans ma carrière, de finir avec le rôle de management, rôle exécutif, et de passer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les sociétés, les grandes multinationales, au-dessus du CEO, il y a un conseil d'administration. Le conseil d'administration qui donne quand même les grandes directions de la compagnie, qui peuvent influencer sur certains aspects importants. Et moi, je voulais continuer à pouvoir contribuer. Pas seulement pour une compagnie, mais plusieurs. En fait, quand on atteint ce niveau, on peut être dans 1, 2 ou 3 conseils d'administration. Important. Et pouvoir influencer. Ça, c'était important. Et puis, deuxièmement, je voulais aussi ouvrir cette porte-là. Parce que quand vous regardez encore dans ces multinationales, la diversité est très faible. Toutes ces compagnies, grandes compagnies minières qui sont en Afrique, regardez la composition de leur conseil d'administration. Il n'y a pas beaucoup d'Africains, pas beaucoup de diversité. C'est vrai. Ça soutient et ça aussi, il faut que ça change. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer ça et à côté, pour continuer à être actif, j'ai mon cabinet de consultation pour accompagner ceux qui ont besoin, que ce soit au niveau opérationnel, au niveau de la gestion, au niveau du développement durable, parce que
on a encore beaucoup à faire pour que nos mines soient vraiment intégrées dans nos pays, dans notre écosystème. Donc, je suis une sorte de semi-retraite, Ouais. si actif, et je ne regrette pas d'avoir quitté l'exécutif. Ah oui? Pas du tout, Pas du tout. pas du tout. Ouais. À un moment donné, il faut fermer un chapitre. Il faut fermer un chapitre, laisser la place aux autres, Ouais. continuer son chemin, et donc continuer à pouvoir être actif, à contribuer un peu. Pour ta petite contribution. Et Omar, ce dont tu es le plus fier dans ta vie, dans ta carrière, c'est quoi? Donc tu te dis vraiment, là, je suis contente d'avoir fait ça. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on a pu faire avec l'équipe, mon équipe, en Afrique de l'Ouest, au sein de la compagnie Amigold. On a pu quand même changer profondément la culture de la compagnie, ouvrir des opportunités à des jeunes africains, montrer qu'une compagnie minière responsable, ce qu'elle peut faire pour ses employés, pour ses communautés, pour les pays. Et comme je dis, il y a beaucoup de jeunes qui continuent leur carrière aujourd'hui et quand je les vois, je suis fier. Je suis vraiment fier que ces jeunes aient saisi ces opportunités et qu'ils puissent aller beaucoup plus loin que ce que nous on a pu faire. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de revenir? Envie de revenir, il faut se préparer. Ouais. Il ne faut pas revenir sur un coup de tête. En général, les coups de tête, ça peut marcher, les probabilités que ça marche sont relativement faibles. Il faut se préparer. Et quand je dis se préparer, c'est de comprendre d'abord où est-ce qu'on va et que ce dont on a besoin d'acquérir comme compétences pour pouvoir aller réussir là-bas et aussi être prêt à accepter des échecs temporaires, des échecs de mi-parcours, parce que ça va être très dur. Ça va être très dur. Ça va être très Mais dur. quand on réussit, beaucoup de satisfaction. Ouais. Donc le retour n'est pas quelque chose de facile. Non, c'est pas facile. Ouais. Et C'est peu pas importe si on est né ici ou pas. C'est ça. Et surtout quand on revient comme entrepreneur comme toi ou d'autres, c'est encore plus compliqué. Moi, j'ai eu la chance parce que je venais avec un emploi. C'est un peu plus facile. Ouais. Mais vous qui venez créer, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Et l'écosystème n'est pas forcément toujours facile à... Pas facile. C'est pas facile, mais avec le dynamisme, et comme je dis, se préparer, savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ça va vous aider à réussir. Oumar, je vois vraiment ce côté que tu as besoin, en tout cas pour toi c'est important d'aider. Qu'est-ce que tu penses du mentorat? Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui peut servir? Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, en fait, quand vous regardez nos communautés, dans la vie, enfin la façon dont on vivait avant, on avait des mentors autour de nous. Les oncles, les tantes, les gens de la communauté qui nous donnaient des conseils gratuitement, parfois même sans qu'on ait les besoins. Aujourd'hui, on n'a plus cet écosystème. Vous voyez, dans les entreprises, il y a beaucoup de jeunes Africains au moins qui sont souvent perdus. Ils n'ont pas de référence, ils n'ont pas à qui se référer pour avoir des conseils. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait le système de mentorat. On donnait même pour pouvoir accélérer le développement de certains cadres avec un potentiel, on leur donnait des mentors. La plupart des jeunes Africains n'avaient pas cette possibilité. Donc, pour moi, c'est un élément essentiel qui fait que parfois il y a des différences dans le cursus. Quelqu'un qui arrive à avancer plus vite parce que le mentor vous aide à éviter des écueils, à créer certains outils qui vous permettent d'avancer. Et à gagner du temps. À gagner du temps. Donc, moi, dans les entreprises, dans les organisations, j'encourage autant que possible à faire du mentorat. Moi, je le fais de façon informelle. Je passe beaucoup de temps
à conseiller des jeunes, parfois que je ne connais pas du tout. Je verrai jamais sur LinkedIn ou ailleurs. Quand je peux, j'essaie de les aider. Quand ils viennent vers moi avec ont besoin de conseils, je le fais avec plaisir. Non, c'est très important. J'en suis bénéficiaire, donc j'en suis très contente. mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose d'important pour pouvoir justement, comme tu dis, éviter certains écueils, certains échecs, faire gagner du temps. Et aussi, au-delà du fait, comme je dis, c'est pas forcément pistonner pour un travail ou donner de l'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment donner des conseils qui te sont précieux pour pouvoir avancer toi de manière sereine dans ta vie professionnelle et aussi personnelle. Parce qu'il y a des choses qui sont forcément liées les uns et les autres. Et, ouais. Non, c'est vrai. Et je donnerai l'exemple de Mind Up avec Wakaya où il y a du mentoring pour développer l'entrepreneuriat. Oui. Mais aussi, il y a beaucoup d'autres forums de mentorat. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand il y avait le forum des héroïnes, ça m'a toujours frappé. Et puis, j'avais été sélectionné pour être parmi les mentors. Le forum des héroïnes est un forum de Jeune Afrique qu'ils avaient mis en place il y a quelques années. À l'époque, c'était une sorte de speed dating, speed conseil, tout ça. Effectivement. Je n'étais pas sûr du format. Quand je suis sorti, je n'étais pas sûr. C'était trop court. Assez intéressant, l'année suivante, quand il y a eu la deuxième édition, c'était avant le Covid, j'étais en train de discuter. Il y a une jeune dame que j'ai vue qui attendait pour nous parler. Je lui ai demandé à qui vous voulez parler. Elle m'a dit, c'est vous. Elle m'a dit, l'année dernière, j'étais dans votre groupe. Vous m'avez donné un conseil qui m'a aidé dans ma carrière. Ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Et ça m'a beaucoup marqué parce que ce petit conseil, peut-être en quelques minutes, l'a aidé. Ouais. Qui peut paraître anodin. Et l'impact a été énorme. D'autres ont besoin aussi parfois de ce petit coup de pouce. Oui, c'est vrai. Oumar, quel est ton mantra pour finir? Quel est ton mantra? Qu'est-ce qui lead ta vie? Ma vie, ce qui me motive, encore une fois, c'est faire partie de cette communauté, de ce monde et de pouvoir aider un tout petit peu, apporter ma petite contribution. J'ai eu cette chance et je veux pouvoir partager ce que moi j'ai appris, impacter positivement la vie des autres. Ouais. En tout cas, Oumar, tu le fais très bien. Tu es, comme tu dis, au-delà du panafricanisme, tu es un citoyen du monde qui impacte partout où il passe et qui ouvre la porte surtout à nous, les jeunes, pour des postes qui nous paraissaient en tout cas inaccessibles, nous permettre justement de les avoir et de démontrer qu'on peut faire aussi bien que n'importe qui. C'est très généreux. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour ton retour d'expérience, pour tes conseils, pour ta générosité. Merci. Et on souhaite plein de succès à OT Consulting. Merci encore, merci Maki. Ça a été un honneur pour moi et je t'en remercie. Vraiment merci. Merci à toi en tout cas. Merci. À très bientôt. À très bientôt. C'était votre podcast Histoire Audace avec Oumar Topéi. Il nous a partagé son filtre, ses retours, sa vision, ses valeurs qui lui ont permis d'avoir de l'impact en Afrique, au Sénégal et au-delà. Je compte sur vous pour soutenir ce podcast, liker, abonner et partager et surtout lui donner la force pour arriver à un autre level. À très bientôt.